Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, amis de l'École du Changement, nous nous retrouvons une fois de plus pour notre rendez-vous de chaque dimanche. Et cette fois-ci, nous avons une fois de plus fait venir Pascal Owondje, qui est spécialiste en tout cas des questions d'actualité. Il est conseiller en communication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Bienvenue sur ce plateau une fois de plus, Pascal Owondje. Bonjour Jean-Romance. Avec lui, nous allons en tout cas poursuivre notre diagnostic de la gouvernance de la République démocratique du Congo. La fois passée, nous avons parlé de la gouvernance sécuritaire. Aujourd'hui, nous allons évoquer la gouvernance des ressources naturelles et aussi, nous parlerons aussi de la gouvernance électorale parce qu'il y a eu une polémique qui a été provoquée, en tout cas cette semaine, par les propos du porte-parole de Moïse Katumbi Tchapoué, Olivier Kamitatu Etchou, qui disait que, en tout cas, pas une minute de plus pour ceux qui sont dans les institutions actuelles du pays et que les élections doivent en tout cas être organisées dans les délais constitutionnels. Nous commençons, nous entamons notre premier sujet, Pascal Owondje, la gouvernance des ressources naturelles. Nous avons assisté cette semaine à la pré-COP 27 qui a été organisée en RD Congo en collaboration avec l'Égypte. On a eu en tout cas des dizaines de délégations qui sont venues ici au Congo-Kinshasa et en tout cas c'était une réussite pour la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et du Développement Rural, Eve Bazaïba Massoudi. Je ne sais pas, ces débats-là sur la gouvernance des ressources naturelles, et puis il y a cette polémique entre préserver l'environnement et exploiter les ressources naturelles pour donner en tout cas des revenus aux Congolais et pour lutter contre la pauvreté. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous dites, quel est votre point de vue par rapport à ces débats-là qui opposent en tout cas le gouvernement congolais avec ses partenaires occidentaux? Ici, je commence par, de mon point de vue, saluer la vice-première ministre, vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Madame Bazaïba, pour son engagement. Je l'ai senti, elle engage de spécialistes à la matière dans cette question, parce que lorsque les travaux ont été organisés, le point de vue de la République démocratique du Congo a marqué les esprits. Pourquoi? Simplement parce qu'aujourd'hui, en réalité, c'est nous qui soutenons le monde. Et avec notre bassin du Congo, bien entendu, avec d'autres pays qui font partie finalement du bassin du Congo, c'est nous qui soutenons le monde. Hier, c'était l'Amazone, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est le bassin du Congo. Alors maintenant, les Congolais devraient se poser la question. Qu'est-ce que nous gagnons en retour? Et c'est là que j'ai apprécié l'engagement des autorités congolaises, parce que lorsqu'ils prennent des initiatives pour l'exploitation de nos propres ressources, et d'autres voudraient maintenant que nous soyons dépendants, entre autres ici les États-Unis, et c'est comme ça que la République démocratique du Congo a dit, si vous doutez de ce que nous estimons être meilleur pour nous, envoyez plutôt la contre-expertise et vous allez vous rendre compte que ce que nous devions planifier est bon, il n'y aura pas un problème en termes de l'environnement. Mais je suis allé au-delà de ça. Je me suis interrogé finalement que veulent les grandes puissances sur nous. Un pays ne peut se dire pays que lorsque sur le plan de l'armement, sinon armé, il est sécurisé. Sur le plan économique, il est bien assis. Et c'est alors qu'il peut se prévaloir être pays. Mais si un pays, sur le plan armé, il a des problèmes, sur le plan économique, il a des problèmes, il n'est pas pays. Pourquoi j'évoque cette question de cette manière-là? Vous aviez suivi pas très longtemps ici le débat sur l'embargo des armes contre la République démocratique du Congo. Nous avions vu l'ONU, à travers la MONUSCO, ici présente, en République démocratique du Congo, venir nous aider. De mon point de vue, je pensais que, comme ils ont la volonté de venir nous aider, si simplement ils sont venus nous aider, ils allaient nous faciliter à avoir les armes. La fois passée, j'avais évoqué cette question. Et qui s'est opposé? Premièrement, c'est les États-Unis, c'est la France, la Belgique et les autres pays. C'est sur le plan des armes. Mais sur le plan économique, maintenant on prend l'initiative d'avoir un peu d'argent. À travers l'exploitation de nos minéraux, ici je veux parler de blocs pétroliers, c'est les États-Unis qui tentent maintenant de bloquer.
Non. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez? Je suis dans la philosophie de Karl Marx. C'est la superstructure qui définit l'infrastructure. La superstructure, pour moi, dans le cas d'espèce, c'est l'armée, c'est l'économie. Pour que nous soyons forts, pour que la République démocratique du Congo soit forte, il faudrait que, sur le plan militaire, nous soyons forts, sur le plan économique, nous soyons suffisamment assis. Mais je constate finalement maintenant que ceux qui aiment toujours marcher sur l'Afrique et sur nous ne sont pas prêts à nous voir, nous aujourd'hui, être suffisamment indépendants. Indépendants sur le plan au-delà de la possession d'une armée et d'une bonne économie, mais tout ça, ça ne peut être possible que quand on est bien organisé aussi, quand l'État est vraiment organisé. Oui, mais il est vrai il est vrai que nous sommes ce que nous sommes. Nous sortons d'une période, en toute réalité, qui n'a pas su vendre l'image de la République démocratique du Congo en toute responsabilité. Mais à ce jour, quand vous comprenez les positions que prennent le régime actuel, l'engagement pour qu'on trouve solution à la question citoyenne pour l'intérêt de tout le monde, mais je pense que tout Congolais sérieux ne peut qu'encourager. De mon point de vue à ce jour, regardez comment on se bat pour la mobilisation des recettes, regardez comment on se bat pour la réorganisation de notre armée, ainsi de suite. Mais c'est un bon élan. Donc, le sérieux dont vous exigez ici dépend non seulement des lois que nous devons avoir en termes de protection de notre État, mais également le sens du patriotique par chaque citoyen ayant des responsabilités pour protéger. Et la qualité aussi des dirigeants du pays. Mais oui, la qualité des dirigeants, c'est comme ça que je dis les responsables. Parce que quand vous regardez à un certain niveau, je le dis toujours, le pays, s'il est dans ces conditions, c'est parce que l'homme politique n'a pas été à mesure de comprendre les enjeux mondiaux et les intérêts de son pays pour faire avancer les choses. Il voyait plus sur les intérêts privés et la conséquence, nous sommes dans cet état. Malheureusement, ça continue, cette façon-là de concevoir. Ça continue, il faut maintenant naviguer dans le temps, et il faut aller 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant pour venir embarquer les autres. Et c'est comme ça que les autres, ceux qui étaient avant, n'ont pas été à mesure de naviguer dans le temps. Je prends l'exemple de deux disciplines, cher Jean Romance. Je prends l'esthétique, je prends l'hygiène. Ailleurs, quand vous allez, vous regardez comment les autres sont, l'impression que vous aurez, c'est qu'ils sont propres et ils aiment l'esthétique. Ils soignent leur environnement. Des notions élémentaires que chez nous, on a même enlevé du programme scolaire. Et pourtant, dans une société où on n'a pas l'hygiène, il est difficile que les gens comprennent la nécessité de la propriété. Dans une société où les gens ne comprennent pas la notion de l'esthétique, mais c'est difficile que les gens comprennent la nécessité de la beauté. Et lorsqu'il n'y a pas la beauté, il n'y a pas la propriété, mais on vit comment dans le cadre d'espèces. Donc, il y a un certain moment, l'élan, mauvais élan, on a mis le pays, et que le pays ne pouvait pas, en tout cas, être compétitif au niveau mondial. Et voilà pourquoi nous avons été dans cet état pendant longtemps, et aujourd'hui, je pense qu'il faut avancer. Au-delà, par exemple, de l'environnement, en termes des forêts, en termes des eaux, l'environnement qu'on doit protéger aussi, qu'on doit soigner aussi, c'est là où les Congolais vivent, quoi. Nos quartiers, nos caniveaux, voilà. Effectivement, dans le cas d'espèce, c'est les Congolais qui sont les premiers responsables. Vous savez, c'est injuste de la part des Américains, par exemple. Vous voulez protéger la population congolaise contre la mauvaise exploitation, par exemple, de blocs pétroliers. Ça peut être une bonne chose. Mais vous ne protégez pas les Congolais lorsqu'on les tue. Pour moi, c'est une contradiction. Pour l'économie, vous dites non, attention, vous devez protéger la population. Ce n'est pas la population. Vous voulez qu'on vous protège parce que vous polluez tellement. Non, c'est parce qu'ils conçoivent le monde comme un village planétaire. Non. Que les questions d'environnement. Ce n'est pas ça la raison. La raison pour eux, c'est que la planète. Il y a un principe, je crois. Leurs intérêts dans la protection, par exemple, des forêts du Congo, de l'environnement au Congo,
C'est parce que nous sommes un Mais ce village n'est pas pour la protection des Congolais. et que si par exemple les forêts du Congo sont détruites, donc l'environnement mondial va avoir des impacts. Voilà, là ils ne protègent pas les Congolais. Ils veulent se protéger. Le monde aujourd'hui, s'il est bousculé, ce n'est pas par rapport à l'Afrique. L'Afrique pollue à peine 2%. Le reste, c'est les pays industrialisés. Ce sont eux. Lorsqu'on interdit ici, ce n'est pas qu'on veut protéger les Congolais. Ils veulent se protéger à travers les matières qui regorgent la République démocratique du Congo. Et ont exploité, ont eu l'argent, fort économiquement aujourd'hui. Parce que quand un pays est fort économiquement, il devient en tout cas inattaquable. Alors maintenant, on ne veut pas que vous soyez vous aussi fort économiquement. Mais on trouve des prétextes en termes de protection des citoyens. Ce n'est pas les Congolais qui veulent protéger, ils veulent protéger leurs intérêts. Le Congo-Kinshasa a signé des accords, il a pris des engagements sur le plan international pour protéger son environnement. Et vous savez par exemple qu'il y a, je crois, plus de 30 ans, à Mbandaka, il y avait un forage pour l'exploitation du pétrole et il n'y a pas eu de suite jusqu'à maintenant. Non. Et que par exemple, les différents parcs que nous avons ici, parc de Virunga et d'autres parcs sont financés, leur fonctionnement est financé par les partenaires internationaux. Oui. Donc, est-ce que ce n'est pas parce que nous avons pris des engagements de pouvoir protéger notre environnement qui bénéficie à toute la planète qui aujourd'hui, ils sont en train de s'opposer à ce que nous quand c'est des mauvais engagements, violer ces engagements. Quand c'est des mauvais engagements pris à son temps, parce que pas longtemps ici, on évoquait le problème de l'homme. Mais si c'est des mauvais engagements, c'est normal aujourd'hui, lorsque nous avons, par exemple, des bons hommes, qu'on revoie ces engagements, ces mauvais engagements pris à l'époque. Mais si on a eu à prendre des engagements pour protéger les autres contre son propre pays, moi je pense qu'il faut revoir. Je prends le cas, parce que j'ai suivi Mme Bazaïba, le cas de l'exploitation des bois, très précisément chez vous à l'Équateur. Ça se faisait de façon illégale et sans contrôle. Alors aujourd'hui, lorsque les dirigeants se rendent compte que le pays ne bénéficie rien, il faut interdire. Ils ont interdit. Mais dans le passé, il y a eu des actes qui ont été, des actes légaux, sinon légaux, qui ont été pris. Mais aujourd'hui, ayant compris que nous ne nous retrouvons pas, tout part, c'est les autres qui en bénéficient, nous devons interdire pour que finalement on revoie le pourcentage que le pays devrait bénéficier pour que nous puissions nous retrouver. Donc, si les textes hier ont été mal signés, vous n'allez pas interdire les dirigeants d'aujourd'hui de pouvoir revoir les textes qui ont été signés hier pour qu'on facilite la vie des Congolais à travers nos ressources. Le problème, ce n'est pas aussi la mise en œuvre, par exemple, des décisions que nous prenons. Car Mme El Bazaïba, nous l'avons suivi sur Radio Kapi, dire que désormais, nos matières premières, en tout cas nos ressources naturelles, ne vont plus être exportées de façon brute. Il faut d'abord les transformer sur place pour créer en tout cas une valeur ajoutée. Oui, ça c'est bon sur papier, mais est-ce qu'on est vraiment sûr que sur terrain, à travers les services de l'État, une telle décision va en tout cas être respectée, qu'on ne va pas se retrouver des mois après demain, toujours avec des grumes brutes exportées, ça qui ne soit au préalable. Mais ne soyons pas pessimistes. Elle a défendu la logique de la transformation locale. J'ai apprécié. Mais tout revient sur l'économie. Il faudrait que notre budget soit tellement conséquent pour qu'on soit à mesure d'envisager d'autres projets. Et voilà pourquoi elle, dans son secteur, estime que pour que les Congolais se retrouvent, il faut envisager la transformation locale. À son temps, Mouzé Laurent Kabila également avait envisagé. C'était une belle idée que nous devions saluer. Malheureusement, on l'a fauché trop tôt. Et si aujourd'hui, les dirigeants actuels commencent à comprendre la nécessité de faire bénéficier aux Congolais ce que nous avons comme ressources, mais tout Congolais ne peut que saluer, de mon point de vue. Alors maintenant, c'est l'effort des Congolais, l'apport de vos idées comme vous le faites là, pour qu'ils comprennent davantage qu'il ne faudrait pas qu'on s'arrête en cours de chemin. Il faudrait qu'on aille jusqu'au bout pour que cette transformation-là se fasse chez nous ici. Lorsqu'il y aura transformation ici, il y aura la main locale, il y a ainsi de suite. Ça va permettre à notre économie de pouvoir, en tout cas, un peu progresser. Et donc, substantiellement, on comprend que ce qui se faisait hier, comme vous l'avez évoqué, en termes de texte, n'était pas à l'avantage des Congolais.
c'est plutôt l'extérieur qui bénéficiait plus que ce que les Congolais allaient bénéficier. Quand vous analysez les pourcentages, parfois c'est 3, 4, 5%, 10%, mais le gros des pourcentages, c'est ailleurs. Mais nous devons savoir dire stop. Et lorsqu'on le dit dans le secteur ici de l'environnement, moi je ne peux qu'encourager ceux qui se battent contre les mesures prises par la République démocratique du Congo dans le cas d'espèces, c'est simplement parce que d'un côté, ce sont eux les premiers responsables de la destruction du monde aujourd'hui, mais malheureusement de l'autre côté, ils ne savent pas renforcer des moyens pour les pays qui soutiennent le monde, entre autres ici, la République démocratique du Congo à travers son bassin. Mais il n'y a pas de moyens. Si on nous avait, ou si on nous dotait des moyens, à ce moment-là, on peut se dire, nous avons des moyens conséquents, inutiles d'exploiter, laissons ceci parce que ça protège la nation ou le monde. Pascal Ouanje, par exemple, sur le plan des risques environnementaux, les partenaires occidentaux, par exemple, attirent notre attention sur une grande quantité de carbone stocké dans les tourbières. Et qu'ici, par exemple, nous exploitions dans ces tourbières-là, et que ça faisait exploser, par exemple, cette bombe-là de carbone. Mais même nous-mêmes ici, nous risquons, à leur niveau, en tout cas, d'en pâtir. C'est aujourd'hui qu'ils comprennent ça. Est-ce qu'à leur niveau, chez eux là-bas, vous irez les interdire? On a donné je crois, des pourcentages en termes d'exploitation, ainsi de suite, mais ils n'ont pas écouté, ils continuent à exploiter, ils continuent à polluer. Mais pour l'Afrique, maintenant, il faut imaginer que le monde doit être soutenu par l'Afrique. Ça peut être bon. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on nous donne en termes d'argent? Pour que nous ne puissions pas exploiter. Simplement, si vous nous donnez en contrepartie l'argent, à ce moment-là, nous pouvons dire oui, parce que nous avons l'argent, nous avons des milliards, nous gardons, nous protégeons. Est-ce que vous estimez que la préservation de l'environnement au Congo n'est pas aussi bénéfique pour les Congolais? Et non. Que nous devons seulement préserver nos forêts, nos ressources naturelles, rien que pour le bien des Occidentaux. Ça, c'est votre point de vue. Est-ce que nous-mêmes aussi, nous n'avons pas intérêt à préserver cet environnement? Nous avons intérêt, n'est-ce pas? Maintenant, il faut apprécier les deux proportions. Nous avons intérêt à protéger la nature, parce que ça protège le monde entier, nous faisons partie du monde. Mais nous ne pouvons pas, tout en protégeant cela, rester dans les conditions difficiles. Nous devons maintenant faire pression à ceux-là, les vrais pollueurs, à pouvoir nous donner suffisamment les moyens qui feront que nous ne puissions pas exploiter ce qui peut encore mettre davantage mal. Mais il faut se rassurer aussi que lorsqu'on va nous donner ces moyens-là comme compensation pour que nous puissions garder nos forêts intactes, nous puissions garder nos tourbières intactes pour le bien de l'humanité, et que ces moyens qu'on nous soit donné, qu'on soit mesure aussi de bien les gérer, que ça ne rentre pas aussi dans on commence d'abord par donner. Les individus, parce que le Ouanje, vous êtes sans oublier que le Congo, c'est un scandale géologique, plein de ressources naturelles, mais leur exploitation ne bénéficie pas aussi au petit peuple congolais. L'exploitation ne bénéficie pas au petit peuple. On n'a pas que les forêts, on n'a pas que les blocs pétroliers, nous avons les cuivres, nous avons les diamants, nous avons l'exploitation. Mais quand vous allez en Bujumbura, là on a exploité les diamants pendant autant d'années, mais rien n'a été développé. Mais c'est dont on était en train d'échanger ici. Oui. Parce que si les textes hier ne protégeaient pas les intérêts des Congolais, mais nous devons revoir les textes aujourd'hui. Et lorsqu'on commence à revoir les textes, nous devons encourager. Ce n'est pas que ce qui peut causer à travers la production ne peut pas être néfaste pour les Congolais. Non. Nous faisons partie du monde, ça peut être néfaste aussi pour les Congolais. Mais simplement, notre manière de polluer le monde, sinon notre pourcentage en termes de pollution, je ne crois pas trop que ça peut trop impacter. Mais ceux qui font le mal, c'est ceux de l'autre côté. Mais c'est ça que je pose. Le problème, si je reviens, qu'est-ce qu'ils font pour que nous, qui avons autant de ressources, qui nécessitent des exploitations, de façon que nous ne puissions pas aussi exploiter de la même manière, sauvagement comme ils ont fait, en termes de pollution, et que nous puissions réserver ce qui peut être réservé pour l'intérêt du monde. La grande difficulté, ça serait une bonne chose. C'est pas aussi le fait que nous, bien sûr que nous détenons des
les ressources naturelles comme du pétrole, comme les forêts qui peuvent être exploitées. Parlons par exemple du pétrole et du gaz, et que nous n'avons pas la maîtrise de la technologie. Nous-mêmes, là, Congolais, nous ne pouvons pas exploiter par nous-mêmes nos ressources. Il faut toujours recourir aux entreprises occidentales et qu'à leur niveau, ils peuvent aussi donner des conseils à leurs entreprises pour qu'elles ne viennent pas s'engager dans cette entreprise. Voilà pourquoi c'est pas ça aussi la grande difficulté. Voilà la nécessité de la transformation locale, telle que prônée aujourd'hui. Nous n'avons pas la technologie même pour transformer localement. Oui, mais la technologie, on peut l'acheter. N'est-ce pas? On peut la déporter. J'ai vu, je n'ai jamais voulu citer le Rwanda, mais excusez que je cite le Rwanda aujourd'hui. J'ai vu, ils commencent à fabriquer des véhicules. Mais ils ne fabriquent pas les matières, tout ça, sur place au Rwanda. Ils importent et finalement, ils fabriquent au Rwanda. Ils montent au Rwanda. Nous pouvons aussi, nous, à notre niveau, importer certaines matières et faire le montage chez nous, faire la transformation chez nous ici. Ce n'est pas impossible. Le monde aujourd'hui, c'est dans le diffusionnisme. Commencez aussi par former. Le monde aujourd'hui vit dans le diffusionnisme. Échange des cultures. Vous avez, si vous avez A, moi j'ai B, vous me donnez votre B, moi je vous donne A, ainsi de suite. Et nous fonctionnons. Alors, ici, c'est que lorsque nous avons nos matières, nous prenons l'initiative de les transformer chez nous, il y aura d'autres qui vont trouver intérêt de venir s'implanter chez nous. Ils vont venir. Et lorsqu'ils vont venir, le marché local aura lié chez nous ici, et l'économie va, en tout cas, prendre un autre corps ici, et on peut faire avancer les choses au pays. Mais lorsque tout doit aller à l'extérieur, comme nous avons l'habitude de par le passé, en contrepartie, c'est 1%, 2% que nous puissions bénéficier. Voulez-vous, trouvez-vous, soyez-vous fiers pour que nous puissions continuer dans cette allure-là, jusqu'à quand? Pour qu'on change les choses au pays. Ailleurs, ça se fait. Pourquoi chez nous, ça ne peut pas se faire? Lorsque les autorités prennent une telle décision, je pense de mon point de vue que chaque Congolais, à ce stade, ne devrait qu'être fier, encourager les autorités. Oui, nous avons par exemple, nous avons récemment suivi l'Association congolaise pour l'accès à la justice de Joska Piamba, organisé une conférence de presse pour soutenir le gouvernement dans cette démarche-là de pouvoir exploiter les ressources contenues dans ces blocs pétroliers gaziers, et malgré les protestations de partenaires occidentaux. Est-ce que vous voyez notre gouvernement, ce qui anime aujourd'hui les institutions de l'État, être en tout cas capable de pouvoir faire face à l'injonction américaine? Le chef de l'État l'a dit, n'a pas mâché ses mots. Il a appelé à la contre-expertise. Alors il a estimé que nous ne pouvons pas ne pas exploiter. Mais jusqu'à quand nous devons rester comme ça? Nous devons exploiter parce que c'est nos ressources. Mais maintenant, si vous doutez que nous n'allons pas exploiter conséquemment, amenez votre expertise, venez vérifier, vous allez voir ce que nous avons prévu et vous allez nous donner raison. Vous ne pouvez pas vous opposer d'abord avant sans toutefois voir ce qui va produire comme effet. Voyez-vous? Et donc, c'est comme ça que je dis, pour leurs intérêts, ils ont fait des calculs pour nous laisser dans cet état. Et vous ne pouvez pas nous faire agenouiller, et sur le plan économique, et sur le plan militaire. Je m'oppose, moi, de mon point de vue. Ça, c'est une façon de nous mettre toujours à un pays dépendant de tout. Lorsqu'il faut avoir un peu d'argent, il faut voir la Banque mondiale. Lorsqu'il faut avoir un peu d'armes, il faut dépendre de la MONUSCO, ainsi de suite. Non, pour ce point de vue, moi, je pense qu'il faut... C'est nous-mêmes qui, 62 ans après, parce que le Rwanda et les Congolais se sont accommodés à cette dépendance. Vous l'avez dit. Non. Par exemple, quand il y a une épidémie qui survient ici, on ne regarde que du côté des partenaires. Chaque jour qui passe... Même pour piloter un projet, même la loi par exemple de programmation militaire, oui, on attend toujours le financement aussi du monde extérieur. Mais c'est pas ça aussi. C'est tout ça qu'il faut. C'est ça aussi. C'est tout ça qu'il faut refuser. Si aujourd'hui on avait un budget, par exemple, de 100 milliards de dollars américains, je ne pense pas qu'on serait encore trop dépendant. Vous pensez, est-ce que vous trouvez normal? Grand pays comme la République démocratique du Congo, avec toutes ses ressources, nous avions un budget de 5 milliards de dollars américains. Mais avec ça, on pouvait faire quoi comme investissement? Et voilà pourquoi nous devons prendre des initiatives qui peuvent nous aider à avoir un budget au moins de 50 à 100 milliards de dollars américains. Est-ce que vous ne craignez pas ça aussi que même demain, quand on aura un budget de 100 milliards, que l'essentiel de ces budgets-là soit en tout cas investi dans l'entretien de l'appareil étatique? Non, dans l'entretien des institutions de l'État. Chaque jour qui passe, on prend conscience. On change. On évolue. Le monde évolue également.
On comprend les erreurs d'hier, on essaie de les réparer aujourd'hui et puis on avance. S'il vous plaît, 100 milliards. Les institutions vont consommer combien? Vous imaginez que les institutions pourraient consommer combien? Sur 100 milliards de dollars américains. Parce que, ne réfléchissons pas de cette manière-là. Quand vous n'arrivez pas à faire une bonne répartition avec le peu, et quand on aura beaucoup, on saura bien répartir. Mais je veux vous dire à ce stade, à ce jour, l'encadrement financier, il est vrai. Quand vous êtes dans les institutions, bon, il est vrai que les détourneurs sont encore là, ainsi de suite, mais la manière dont on utilise l'argent de l'État, c'est très différente comparativement à ce que nous avions connu hier. Ça, je vous avoue. Question d'être dans une institution et vous allez vous rendre compte. J'imagine de mon point de vue, c'est à travers cette canalisation que nous sommes passés de 5 milliards, bientôt je pense c'est 17 milliards de dollars américains. Non, c'est 16 milliards de dollars américains, parce qu'on ajoute encore 2 milliards sur les 14 qui ont été présentés à l'Assemblée nationale. C'est simplement parce qu'on s'est canalisé. C'est simplement parce que ceux qui fuitaient hier ne prennent plus de voies obscures. Tout est canalisé vers l'essentiel prévu pour le fonctionnement des institutions. On peut tout dire, les gens spéculent, peut-être parce qu'ils sont de l'extérieur. Quand vous êtes dedans, vous allez vous rendre compte, même les primes qu'on bénéficiait hier, par mois, 2, 3 primes, mais difficile aujourd'hui d'avoir une prime dans une institution d'État. On canalise les recettes pour l'intérêt de tout le monde. Je ne dis pas que c'est parfait, mais nous devons plutôt encourager. Et lorsque on envisage ou on pense un jour avoir un budget de 100 milliards, on ne peut pas maintenant réfléchir en termes de la consommation institutionnelle et pour qu'on ne puisse pas faire des choses pour l'intérêt de tout le monde. Non. Ici, ma plaidoirie est telle que si aujourd'hui on ne nous prend pas très au sérieux, c'est parce que nous ne sommes pas correctement organisés économiquement. Être organisé économiquement, c'est aussi avoir un budget conséquent. Lorsque ceux-là plutôt censés être les grandes puissances, nous verrons que sur le plan économique, nous sommes assis. Ils vont nous respecter. Sur le plan militaire, nous sommes assis. Ils vont nous respecter. Maintenant, ils ne savent pas nous respecter, c'est parce que nous ne sommes pas organisés sur ces deux plans-là, de mon point de vue. Merci beaucoup, Pascal Ouonje. Contrairement à ce que vous dites, que, en tout cas, le pays est mieux géré aujourd'hui qu'hier, mais il y a quand même, au niveau de l'opposition, il y en a qui estiment qu'il faut aller vite aux élections pour que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui dégagent. Donc, pour eux, le bilan, en tout cas, n'est pas élogieux. Et nous avions par exemple eu dernièrement une sortie médiatique du porte-parole du président de l'Ensemble, Olivier Kambitatou Ejou, qui estime qu'il faut qu'on ait des élections en tout cas en temps réel, au délai prévu par la Constitution, pour permettre en tout cas à les nouveaux dirigeants d'accéder aux affaires. Et ça provoque en tout cas un tollé dans les camps de la majorité présidentielle, de la majorité au pouvoir. Je ne sais pas, vous, à votre niveau, comment est-ce que vous avez accueilli une telle déclaration de Olivier Kambitatou, porte-parole du président de l'Ensemble? N'est-ce pas que c'est son droit de pouvoir attirer l'attention de ceux qui gèrent le pays, que le délai constitutionnel est en train, en tout cas, d'arriver à pas de géant et qu'il faut préparer les élections? L'opposition est là. C'est pour apporter un contrepoids. On ne peut pas en vouloir à un opposant qui donne un point de vue sur la situation d'État. Mais simplement, il faut être très propre pour paraître, pour souvent parler à la place publique. Parce que sinon, c'est vos erreurs, vos fautes d'hier qui seront ramassées. Moi, je comprends Olivier Kambitatou. Mais je n'ai pas compris jusqu'ici, moi, de mon point de vue, un responsable du pouvoir actuel, du régime actuel, dire qu'il n'y aura pas élection en 2023, je n'ai pas encore entendu. Je sais de mon expérience, c'est que ce soit en 2006, que ce soit en 2011, que ce soit en 2018, nous étions du côté de l'opposition, on n'était jamais sûr que les élections seront organisées. Le doute était toujours là. Même lorsque les présidents de la CENI nous disaient, nous confirmaient que les élections seront organisées, nous ne pensions pas.
on émettait toujours des doutes. Mais la finalité, c'est que on organisait toujours les élections. À partir du moment où ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, ceux qui gèrent la Commission électorale nationale indépendante aujourd'hui, nous disent que les élections seront organisées, de mon point de vue, ce que ferait l'opposition, c'est s'organiser pour aller aux élections, pour aller compétir. Mais au lieu de s'organiser, maintenant on trouve le temps pour dire n'importe quoi. Ça fait parfois mal. Mais si, Pascal, je m'oppose au point de vue d'Olivier Kamitatou, ce n'est pas parce qu'il parle des élections. Les élections, tous nous devons vouloir que les élections soient organisées, qu'on ait de belles élections. Parce que si nous avons de belles élections, nous aurons de bons élus. Lorsque nous avons de bons élus, nous aurons de belles lois. Lorsque nous avons de belles lois, nous avons de bons élus, nous aurons un bon gouvernement. Et nous aurons de belles institutions. Si les élections sont mal organisées, nous aurons de mauvais députés, nous aurons de mauvaises lois parce que nous avons de mauvais députés, et nous aurons un mauvais gouvernement parce que le gouvernement est, en tout cas, l'émanation de l'Assemblée nationale. Mais simplement, Olivier Kamitatou, faisant partie de l'Union pour la nation, il devrait avoir un comportement. L'Union sacrée. L'Union sacrée plutôt, il devrait avoir un comportement. L'éthique politique n'offusque pour qu'ils comprennent que il ne peut pas poser un tel acte parce qu'il y a ceci, il y a cela. Le bon sens l'aurait dû l'orienter, sinon l'animer, pour qu'il ait un peu de réserve. J'entends beaucoup, et surtout ceux qui communiquent pour le compte de l'ensemble, le parti de Moïse Katumbi. Nous n'allons pas partager le bilan. Oui, effectivement, peut-être parce que finalement, c'est le chef de l'État qui se présente, qui se justifie devant lui. Mais vous aurez apporté votre apport du fait que vous composez. C'est pour ça que j'évoque souvent la méthode structuro-fonctionnalité. Excusez. Le système fonctionne bien que si les sous-systèmes aussi fonctionnent à leur tour. Dans le cas d'espèce, pour moi, le système étant le gouvernement, les sous-systèmes, c'est les ministres, chacun dans son secteur. Si les sous-systèmes ne fonctionnent pas bien, le système ne va pas bien fonctionner. On se pose la question. S'il lui estime que les choses ne fonctionnent pas bien, n'est-il pas lui aussi indirectement responsable? Parce que, faisant partie des sous-systèmes, il a des ministres, il a des ministres, il a également d'autres responsables dans différentes institutions. Vous avez comme l'impression qu'Ensemble pour la République a un pied dedans dans l'Union sacrée et un autre pied dans l'opposition. J'entends son secrétaire général, Bolenge Tenge, répondant au secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui a dit, mais si vous estimez que vous n'êtes pas en phase avec nous parce que vous vous êtes substitué à nos opposants, mais simplement quittez. Et lui dit, nous n'allons pas quitter, si vous voulez, vous nous chassez. Ça, c'est encore une autre immoralité. Mais on les chasse alors? Non! Vous savez pourquoi il a dit ça? Il sait que s'il lance le message de retrait des membres de l'ensemble qui sont et au gouvernement et dans d'autres institutions, ils ne vont pas l'écouter. Il y aura séparation maintenant. Ils vont perdre leurs grands électeurs qui sont ministres, qui sont mandataires, ainsi de suite. Pour ne pas arriver à ce stade, il faut se réserver, il faut éviter l'ancien tel message. La preuve, vous aviez suivi les députés de l'ensemble pour le changement, qui n'est qu'une plateforme, ils ne sont pas du parti politique ensemble de Moïse Katumbi, à l'Assemblée nationale, faire une déclaration. Ils ont dit clairement que nous ne sommes pas des petits-enfants pour que un quelconque monsieur prenne des décisions à notre nom sans nous avoir consulté. Alors maintenant que nous avons observé qu'il s'est substitué à un opposant face à Tshisekedi, de ce point de vue, nous ne sommes pas avec lui. Ils n'auront pas un autre point de vue contre cela. Parce que le contraire, c'est qu'ils vont perdre et les députés à l'Assemblée nationale, et les ministres qui sont au gouvernement, et les mandataires qui sont dans des institutions. Voilà pourquoi il faut avoir un langage immoral, comme pour dire, si vous voulez, vous nous chassez. Mais non, prenez d'abord le courage. Parce que comme moi, je ne suis pas en phase avec vous, la moindre des choses, c'est partir. Mais je ne peux pas, moi, me cramponner, même lorsque je ne suis plus d'accord avec vous. Il ne sait pas le faire parce que ceux-là ne vont pas l'écouter. Est-ce que le problème avec l'Union sacrée pour la nation, c'est le fait qu'il n'y a pas d'autorité morale comme RFCC
de Joseph Kabila. Ça peut être ça, mais simplement quand je reviens encore sur Olivier Kamitatou, qui a été président de l'Assemblée nationale, qui a été ministre du plan, autant de fois ministre, mais aujourd'hui se transforme en porteur de mallettes de Moïse et Katumbi qui n'a pas... Non, ça c'est évident. Il n'y a pas de fort. Non, c'est vrai. Lorsqu'il sort, nous voyons les... Excusez. Je connais un langage de changement. Non, j'ai le langage de changement, mais ça sont des évidences. Lorsqu'ils sortent des avions, les photos sont là, nous voyons. Moïse, même prétu, c'est lui qui détient les sacs. Ça, c'est pas un secret. Je pense que, au regard de ce qu'il a eu à occuper comme fonction au pays, il peut avoir un autre comportement. Que ce soit sur le plan de la communication lorsqu'il parle, que ce soit sur le plan de l'agir lorsqu'il est avec les gens. Mais moi, je comprends un fait. Le fait, c'est que lui, ayant de mauvaises relations jusqu'ici avec Jean-Pierre Bemba, il sait ce qu'il a fait contre Jean-Pierre Bemba. Dans la même organisation que nous appelons l'Union Sacrée, Jean-Pierre Bemba occupe la position du choix. Et lui, lorsqu'il est avec Moïse, il est derrière Moïse, et donc derrière Jean-Pierre Bemba. Il s'est considéré être leader hier. Alors maintenant, c'est cette position-là qui ne l'arrange pas. Mais tout est provisoire, rien n'est définitif voilà, dans la vie. C'est cette position-là qui ne l'arrange pas, et il pousse souvent Moïse à ne pas souvent composer avec les autres dans cette organisation. Parce qu'à chaque fois, quand Moïse entre, il lui est derrière avec les sacs de Moïse. Alors, tu vois, c'est cette position-là, il n'y a pas autre chose que ça. Bon, et voilà pourquoi je dis, soit vous êtes dans l'organisation, soit vous n'êtes pas dans l'organisation. Vous ne pouvez pas être en même temps dans l'organisation et de temps en temps critiquer la même organisation. Si c'est dans le sens constructif, je dis bravo parce que nous devons souvent dire, n'est-ce pas, des choses qui ne marchent pas pour que ça marche correctement. Ça, il faut forcer. Mais vouloir tout négativer parce que simplement vous ne voulez pas telle personne, vous ne voulez pas la tête de telle personne, je me dis, ce n'est pas très intéressant et tel message n'est pas très important. Pascal Wonge, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Vous avez en tout cas 60 secondes pour votre nom de conclusion et nous allons nous séparer par là. Ce pays, s'il ne fonctionne pas très bien, de mon point de vue, c'est à cause des acteurs politiques. Lorsque nous aurons des acteurs politiques moraux, je crois que nous avons révolutionné ce pays. Question de voir les relations qui se font. Souvent, c'est les relations en contre-nature. Simplement, les gens veulent atteindre l'objectif. L'ensemble hier voulait atteindre un objectif, voilà pourquoi il est parti. Je comprends, parce qu'il y a eu beaucoup de procès, il y a eu beaucoup de dossiers économiques. Les procès qui, visiblement, étaient contre les responsables de l'ensemble. Il a fallu chercher à avoir un parapluie du pouvoir, et une fois l'obtenu, aujourd'hui, il commence à se comporter de la manière qu'il se comporte là. Je pense que ce n'est pas responsable. Être responsable voudrait dire prendre une décision, quitter maintenant l'organisation, alors se battre comme tout opposant qui pousse le pouvoir à faire ce qui est mieux pour l'intérêt de tout le monde. À ce moment-là, la démocratie va bien fonctionner, nous allons attendre les élections, nous allons compétir nous tous, le peuple va trancher. Mais ce peuple qui vous regarde, vous qui êtes dans l'organisation et vous faites n'importe quoi, non. Merci. Je pense que ce n'est pas très sérieux de mon point de vue. Merci beaucoup. Je note pour Pascal Wonge que l'ensemble de Moïse Katumbi puisse en tout cas quitter le bateau Union Sacrée. Simplement, suivez les différentes communications de ces membres-là, tout le monde qui passe, c'est démontrer comment les choses ne fonctionnent pas, démontrer comment c'est mauvais, ainsi de suite. Mais si c'est cela, la moindre des choses, c'est partir. On ne peut pas se cramponner. Ok, merci beaucoup Pascal Wonge, conseiller en communication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau d'École du Changement. Merci à l'équipe technique qui nous a conduits avec Bruno Zinga, avec Moro Zambé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous en tout cas est pris dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission École du Changement. Bye et à la prochaine.